Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Très heureux de vous rencontrer, très heureux que soyez vous à qui je sers la main, croyez-moi. Alors vous avez peut-être reconnu la voix de Christophe Galtier qui s'entretenait, qui échangeait quelques mots chaleureux d'ailleurs avec le président de la République Emmanuel Macron. C'était samedi soir au Stade de France pour la finale de la Coupe de France, perdue par Nice face à Nantes. Et à Nice, l'avenir de Christophe Galtier s'écrivait justement en pointillé. Selon l'équipe et Nice Matin, l'ancien entraîneur lillois pourrait ne pas aller au bout de son contrat, en cause notamment des divergences avec sa direction, en particulier avec Julien Fournier. Messieurs, est-ce que Galtier s'est à votre avis trompé l'été dernier en signant à Nice? Pas forcément. Dominique. On lui a promis finalement quand même une montée progressive en puissance et il présente une équipe à la trêve qui est deuxième. Ok, donc là, jusqu'à là on est très bien. Néanmoins, il espérait avoir un certain nombre de joueurs qui lui auraient permis de pouvoir maintenir cette place. Et qu'est-ce qu'on lui a... Bon, alors il a eu des très bons joueurs parce qu'il a eu Amavi, mais malheureusement qui a eu une petite blessure. Et Brahimi, bon, qui est un peu jeune, et rien d'autre. Ok, donc c'est vrai que je peux comprendre aujourd'hui quand on voit que Ineos propose 5 milliards, quasi 5 milliards d'euros pour Chelsea, il se dit attends, moi tu me donnes juste 20 millions, c'est bon, ça va, je me serais démerdé déjà pour garder ma place. Donc il est déçu. Il est tout simplement déçu et puis Fournier lui aussi sur la sellette parce que faut pas oublier que Fournier c'est le directeur sportif de tous les clubs du groupe Ineos et dont Même s'il a perdu le contrôle, c'est ce qu'on a. Ah bah là il vient de le perdre parce que Lausanne sont probablement relégués dans 2 semaines. Donc ils ont tenu qu'une année. Hein. Et on parle beaucoup de Luis Campos qui pourrait rejoindre Nice. Qui pourrait rejoindre Nice et tout ça corrélé fait que bon Galtier. Alors après évidemment je garde toute réserve comme Jonathan va le dire probablement parce que il a raison. On en a parlé avant et ça reste que un article de l'équipe ce matin et de Nice Matin. Donc est-ce que vraiment Galtier, alors, je vais vous rapporter ça serait ce qui serait un des propos de Galtier, de son entourage, rapporté par Nice Matin. Donc aujourd'hui, on prétend à propos de ce transfert justement de Brahimi à la place de d'autres joueurs, notamment Bergwijn à Tottenham. On prétend à la Ligue des Champions, mais on se renforce avec un remplaçant d'Angers. Une déclaration qui n'aurait pas beaucoup plu à l'intérieur du vestiaire et au sein de la direction. Alexis, sur l'avenir de Galtier qui essaye de maintenir le contact direct avec le grand boss, Ratcliffe. Exactement, puisqu'on entend que Ratcliffe lui fait confiance. C'est vrai que quand on voit que Ratcliffe était prêt à payer 4 milliards Chelsea, je crois, on peut être confiant pour l'avenir de Nice. Non, mais Galtier, c'est sûr que je pense que ce qui vaut ces frictions, c'est ce que disait Dominique, c'est-à-dire que le fait que c'était deuxième au mercato et qu'en fait, finalement, Nice, s'ils n'avaient pas été au moment deuxième, on aurait dit qu'ils font une bonne saison parce qu'ils étaient plus loin. Là, c'est sûr que on a l'impression qu'ils auraient pu aller un peu plus haut par rapport à leur classement à mi-saison. Et puis à la finale de la Coupe de France, ça, c'est un vrai échec. Mais bon, sur une finale, ça joue sur une main qui est toujours un peu bizarre. Il y a vraiment main, mais c'est toujours quand même bizarre de perdre sur un geste comme ça. Donc moi, je crois au projet Galtier à Nice. Là, c'est sûr que il y a des manques dans l'effectif, ça se voit. Alors après, est-ce qu'effectivement il y a une bataille entre Fournier et lui sur le pourquoi du comment, et est-ce que un des deux devra partir, on sait pas. Mais en tout état ça serait peut-être Fournier, t'as pas tort. Non, mais Fournier là depuis longtemps avec. Il a débarqué déjà du Lausanne Sport parce qu'il a considéré qu'il était, il faisait partie des coupables et des responsables de la relégation. Jonathan Marek, on dit, et je cite à nouveau Nice Matin qui propose un très long dossier aujourd'hui sur Nice, sur la déception des supporters et sur l'avenir de Galtier. On dit autour de Christophe Galtier que cette équipe ne lui ressemble pas, qu'elle n'est pas assez combative sur le terrain, notamment samedi. Est-ce que c'est un élément, cette déception, qui peut pousser Galtier à aller chercher honnêtement, encore une fois, un autre club? Difficile de lire dans l'avenir. C'est pas des dossiers que je maîtrise. Maintenant, ce que je pense, c'est que Christophe Galtier est un très grand coach, sans doute dans le top 3 des coachs français. Aujourd'hui, il est dans un projet qui est ambitieux, avec un propriétaire qui a une capacité à investir potentiellement beaucoup. Maintenant, ils ont une vision aussi qui est claire depuis le premier jour. C'est on va faire des investissements qui vont être maîtrisés. Donc, ils ont leur business model, entre guillemets, et a priori, ils vont pas le transformer. On pouvait imaginer, quand ils sont arrivés, en voyant la fortune
de Radcliffe qu'il allait être capable de venir concurrencer le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il joue pas dans ces sphères-là. Il joue pour se battre pour la... Alors évidemment, on joue toujours pour la première place, mais la réalité, c'est qu'il est dans le championnat qui est juste en dessous. Ils sont pas très loin, donc en réalité, ça se joue pas à grand-chose. C'est la première saison de Galtier. C'est un entraîneur de caractère. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il quittera Nice. J'ai beaucoup de mal à imaginer que Julien Fournier quitte Nice. Pour moi, le travail qui est fait est un travail sur la durée qui est un très bon travail. Donc, je pense qu'il y aura un peu plus de stabilité qu'on peut le lire dans cet article-là. Jonathan Marek, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à toi, à ta carrière. Comment tout ça a commencé pour toi, cette carrière d'agent? Bah écoute, j'ai fait des études de droit, donc 5 ans de droit. J'ai passé, en parallèle de ma 4e année de droit, j'ai passé ma licence d'agent. Donc il faut une licence pour faire ce métier-là. Je me suis spécialisé ensuite en droit du sport. Donc j'ai fait ma 5e année de droit à Marseille, dans le master en droit du sport d'Aix-Marseille. Et puis derrière, j'ai tenté, on va dire. C'est ce que tu voulais faire depuis l'adolescence? Non, pas depuis l'adolescence, mais en 3e année de droit, ça a commencé à me trotter dans la tête. J'avais envie d'essayer de travailler dans le monde du football. Donc j'ai relié mes études avec ma passion et encore une fois, j'ai tenté pour me dire que j'allais pas avoir de regrets. Donc oui, j'ai commencé de tout en bas sans beaucoup de contacts. Est-ce que tu as eu des parrains dans le métier assez vite qui t'ont donné quelques clés pour Non. constituer un réseau? Non, j'ai pas eu de parrain. J'ai trouvé des associés qui sont très complémentaires de moi et on a appris ensemble ce que c'était que ce métier-là. On a appris ensemble ce que c'était que de monter la boîte qu'on imaginait. Donc, on a signé des joueurs d'un certain niveau qui nous ont amenés vers d'autres joueurs d'un niveau un petit peu supérieur. Et puis maintenant, ça fait 10 ans qu'on travaille dans ce monde-là et a priori qu'on a plutôt bien développé la boîte Classico. C'est quoi le quotidien d'un agent de joueur hors des périodes de mercato stricto sensu? Écoute, pour moi déjà, il faut définir un agent de joueur. Déjà, nous aujourd'hui, notre vision des choses, c'est qu'un agent de joueur, c'est pas une personne. C'est pour ça qu'on a monté une boîte. Que les gens qui travaillent avec nous, ils viennent pas travailler avec Jonathan Marek ou avec l'un de mes associés, ils viennent travailler avec notre société. Parce qu'on offre beaucoup de services. Et c'est pour ça que tout au long de l'année, nous ce qu'on a imaginé, c'était plutôt que chacun reste dans ce qu'il sait faire de mieux. Certains la gestion de club, certains la gestion de joueurs, d'autres la communication, d'autres le développement de la performance, etc., etc. Donc chacun, tout au fil de l'année, va avoir sa spécialisation qui va se mettre en place. Et pendant les périodes de mercato, justement, c'est pendant les périodes très intenses pour toi et ton équipe? Bien sûr. Alors pendant les mercatos, c'est un marathon, mais avec plein de petits sprints au milieu, parce qu'on échange évidemment avec les clubs. Alors le mercato, il commence pas, c'est pas 2 mois, c'est beaucoup plus que ça. Donc on échange avec les clubs, on essaye d'analyser leurs besoins, on essaye d'être pertinent. Il faut gagner leur confiance en étant pertinent dans les joueurs qu'on va leur proposer et en étant pertinent dans notre capacité à réaliser les deals qu'on va leur proposer. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire tiens, je te propose ce joueur-là. À partir du moment où on le propose et à un chiffre déterminé, plus ou moins déterminé, il faut réussir à faire l'opération au bout. Donc le mercato, c'est à la fois très intense et à la fois pas nécessairement la période la plus intense de l'année. Parce que tu as des coupures. Tu vas avoir des moments où, écoute, tu as fait le tour, tu as discuté avec beaucoup de clubs et le timing fait que, pour les différents joueurs, il faut que tu laisses une petite coupure, les laisser revenir vers toi, etc., etc. Après, c'est des stratégies commerciales en réalité. À ma connaissance, vous n'accompagnez qu'un seul entraîneur. Tout à fait. Pas n'importe lequel, c'est Habib Beye. Comment s'est nouée cette relation avec l'ancien défenseur notamment de Marseille et de Newcastle, qui est par ailleurs toujours consultant, tout en étant désormais sur le banc du Red Star? Comment ça s'est fait? Je parlais avec l'un de mes associés.
de justement du fait qu'on gérait pas d'entraîneur. On voulait un entraîneur qui nous ressemble, c'est-à-dire jeune, avec énormément d'ambition. On avait entendu que Habib ne cachait pas ses envies d'entraîner. Donc on l'a tout simplement appelé. On a fait une bouffe et puis on a échangé sur sa vision du métier, la vision qu'on pouvait avoir de sa carrière. Et puis après pas mal d'échanges et de rendez-vous, hyper constructifs parce que c'est génial de bosser avec Habib et d'échanger avec lui au quotidien. Il a décidé de nous faire confiance et de nous laisser l'accompagner dans sa carrière. Est-ce que c'est différent d'accompagner un entraîneur, notamment un jeune entraîneur, en l'occurrence avec Habib Beye, que d'accompagner un joueur de football ? Forcément, c'est des problématiques qui sont différentes. Et puis en fonction... Alors aujourd'hui, Habib Beye, il est entraîneur du Red Star. Donc c'est un club de national. C'est aussi différent d'accompagner un entraîneur qui est entraîneur d'un club de national et un entraîneur qui est entraîneur d'un club de Ligue 1. La finalité, c'est qu'il y a des prises de décision, il y a du conseil évidemment, et il y a aussi des prises de décision qui sont importantes. Et là, c'est pareil que pour un joueur. En réalité, il faut pas se tromper. Il y a des étapes à ne pas louper, des marches à ne pas louper. Donc il y a certaines différences, mais on retrouve l'essence même de notre métier. Quel est le plus beau coup, je sais pas si on peut s'exprimer ainsi, que vous avez réalisé dans ces 10 ans de Classico Management Sport? Un sport management, dans le bon sens. C'est difficile de dire, de hiérarchiser les transferts qu'on a fait. Donc si vous avez passé, je dirais, à un niveau différent, supérieur. Je vais te dire, il y a un transfert d'un joueur, si on l'avait pas fait, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Peut-être que ça aurait duré 1 an et demi et pas 10 ans. Alors je ne vais pas dire que c'est notre plus gros coup, mais c'est vrai que c'est celui qui nous lance. Et j'en parle d'autant plus sur Radio J que c'est un joueur israélien. C'est Eden Ben Bassat. Donc on récupère quand il est à Brest et qu'on arrive à transférer à Toulouse. Oui, c'est vrai que ce transfert-là nous a fait beaucoup de bien. D'un point de vue notoriété, mais on va pas se mentir aussi d'un point de vue financier, parce que quand tu travailles pendant 1 an et demi sans gagner d'argent, au bout d'un moment ça devient vite compliqué. Donc il faut pouvoir faire un deal. Et on a eu la chance d'en faire un beau et d'avoir un attaquant en plus israélien qui marque quasiment tous les week-ends sur une première partie de saison. C'était incroyable. C'est des émotions qui sont folles. Vous continuez à travailler sur le marché israélien ? Un petit peu. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'accompagnement de clubs qui vont nous demander des conseils sur le marché. Après, il y a des relations qui sont fortes. C'est plus mon autre associé, l'un de mes associés, Jonathan Benmaron, qui est en lien, qui est très fort sur ce marché-là, donc qui est sollicité par les clubs. On a fait un transfert, qui m'a pour le coup beaucoup touché, d'un joueur qui s'appelle Michael Alphonse, qui est arrière droit du Maccabi Haïfa. De voir ce joueur-là jouer le titre avec le Maccabi Haïfa, alors qu'il était quelques semaines avant à Amiens. Étant donné toute l'affection qu'on a pour ce joueur-là, c'est génial. En termes d'émotion, c'est génial.